Salut à tous, c'est Baptiste et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode du Podcyclette, le podcast consacré au cyclisme sur route. L'épisode d'aujourd'hui sera dédié à Paris-Roubaix. Paris-Roubaix est le monument français, l'enfer du Nord, la meilleure course de l'année tout simplement. Paris-Roubaix qui se tiendra donc entre Compiègne et Roubaix ce dimanche 12 avril. Et bien évidemment, ça sera super cool à suivre. Pour ça, dans l'épisode d'aujourd'hui, je vous propose qu'on parle très rapidement d'abord du parcours, qui n'évolue pas trop selon les années, mais il faut quand même le mentionner. Ensuite, on parlera de la météo, qui sera un élément déterminant quand même dans le scénario de course. Puis, on regardera rapidement les scénarios des années précédentes, surtout de l'année dernière, qui était quand même, je pense, assez représentative du scénario de course auquel on peut s'attendre pour cette année. Et enfin, on se penchera sur les favoris et les cotes selon les bookmakers pour connaître les équipes qui seront favorites pour gagner ce Paris-Roubaix 2026 et voir quelles seront les stratégies qu'elles pourront mettre en place pour aller chercher la victoire. Le parcours, il change assez peu tous les ans. On va passer assez vite dessus, je pense. Globalement, 260 bornes entre Compiègne et Roubaix. On commence avec 100 bornes, 100 pavés à peu près. Et ensuite, on enchaîne les 30 secteurs pavés qui composent ce Paris-Roubaix, donc sur les 160 derniers kilomètres. Pour rappel, c'est presque 60 kilomètres de pavés, Paris-Roubaix, avec donc, je le disais, 30 secteurs pavés. Je vais citer rapidement les plus connus, ceux qui devraient être décisifs pour cette édition de Paris-Roubaix. Donc il y en a 9, je crois, juste avant Denain, qui seront a priori pas super décisives. Et ensuite, après Denain, on arrive dans le secteur d'Avelu à Voilers. Donc Avelu à Voilers, qui est un secteur très important, qui précède la Trouée d'Arambert. Là où Pogacar d'ailleurs avait attaqué, il me semble, si je dis pas de bêtises, l'an dernier. Secteur 4 étoiles, à 105 bandes de l'arrivée. Donc il y avait déjà un groupe qui s'était formé à l'époque, l'an dernier, avant la Trouée d'Arambert. Trouée d'Arambert, donc bien évidemment le secteur mythique, secteur 5 étoiles de Paris-Roubaix. Pour rappel, comme l'an dernier, on prend la petite déviation, il me semble, par la gauche, avant d'arriver dans l'entrée de la Trouée d'Arambert. Donc il y avait une première déviation il y a 2 ans. Cette fois-ci, on fait la même que l'an dernier. Donc ça permet de casser un peu la vitesse des coureurs avant de rentrer dans la Trouée d'Arambert, ce qui est beaucoup moins accidentogène. Et puis en vrai, qui fait aussi parler la force pour les meilleurs, tout simplement. Donc la Trouée d'Arambert, bien évidemment, 2300 mètres, des pavés terribles, des images toujours magnifiques et beaucoup d'ennuis mécaniques en général. Ensuite, on a plusieurs pavés qui s'enchaînent, mais ce qui est vraiment important pour le scénario de la course, notamment cette année et l'an dernier, contre Tadej Pogacar, c'est le secteur de Mons-en-Pévèle, bien entendu. Autre secteur 5 étoiles qui commence à 48 bornes de l'arrivée, qui dure 3 kilomètres. Et pourquoi il est important? Déjà parce qu'il est très dur. Historiquement, c'est un secteur où il y a souvent eu des décisions sur Paris-Roubaix. Et en plus, maintenant qu'il y a Pogacar, à la sortie du secteur pavé de Mons-en-Pévèle, on a un petit faux plat montant qui est en gros le gros dénivelé de Paris-Roubaix. Bon, je plaisante, c'est pas si plat que ça, Paris-Roubaix, mais c'est là en tout cas la côte la plus marquée, qui se situe donc juste après un secteur très difficile qui est Mons-en-Pévèle. Et donc c'est là que Pogacar doit essayer d'attaquer s'il veut faire parler un peu ses qualités de puncher pour essayer de sortir un Van Der Poel par exemple de sa roue. Il l'avait déjà fait l'an dernier, ça s'était pas avéré concluant. Je pense que Van Der Poel, il y a 3 ans ou 2 ans, avait réussi à sortir à ce moment-là dans ce faux plat aussi. Donc faux plat très important. Ensuite, on enchaîne quelques petits secteurs autour de Pampleuvre, pardon. Et ensuite, on arrive au carrefour de l'Arbre, bien évidemment, à 17 bornes de l'arrivée, un secteur de 2 kilomètres avec beaucoup de virages, un pavé très 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 compliqué. On passe à côté du domaine de Lufin, donc le centre d'entraînement des joueurs de Lille. C'est toujours le dernier endroit où il se passe quelque chose, hein. On se souvient notamment je crois que c'était il y a 3 ans ou il y a 2 ans, la chute de John Degenkolb, qui avait été un peu poussé par Philipsen. On se souvient aussi de la crevaison de Van Aert dans ce secteur-là. Bref, il s'est passé des choses mythiques ces dernières années. Et ensuite, on a quelques petits secteurs qui arrivent jusqu'à l'arrivée. Bien sûr, évidemment, tout se jouera dans l'espace Charles Krupland à Roubaix. Bon, on rigole un petit peu, mais ensuite on arrive sur le vélodrome et c'est important parce qu'un sprint sur un vélodrome, surtout après une course aussi physique que Paris-Roubaix, c'est pas la même chose qu'un sprint sur route. Donc voilà pour le parcours. En termes de météo, alors les conditions sont un peu changeantes, un peu incertaines. A priori, il devrait pas trop pleuvoir. Là, il y avait 2 3 jours en termes de météo, on annonçait de la pluie. A priori, maintenant, plus trop. Donc on va considérer que ça sera plutôt sec. Vous le savez, en France, cette semaine, il fait extrêmement chaud. Donc là, c'est très sec actuellement. On verra s'il y a un petit peu de pluie qui vient humidifier le tout ce week-end, mais je suis pas vraiment sûr. Donc on va considérer que Paris-Roubaix se déroulera cette année sur pavé sec, comme souvent c'est le cas. D'ailleurs, si vous êtes au bord du parcours, mettez de la crème solaire.
C'est souvent là qu'on prend les premiers coups de soleil de l'année. Et ensuite, en termes de vent, ce qui est quand même assez important, on aura un vent plutôt portant qui viendra a priori du sud-ouest. Donc on rappelle que les coureurs vont du sud vers le nord et le vent devrait pas être très fort. Donc a priori, pas un rôle prédominant dans le scénario de ce Paris-Roubaix 2026. Je voulais parler quand même rapidement du scénario de l'an dernier. Bien évidemment, on s'attendait à cet énorme duel entre Mathieu Van Der Poel et Pogačar, après leur duel sur Milan-San Remo, après le duel Truel avec Van Aert et d'autres autour des Flandres, donc ça faisait un partout entre Pogačar et puis Van Der Poel. Et bah, Van Der Poel est allé chercher sa troisième victoire d'affilée sur Paris-Roubaix. Bien évidemment, c'est un coureur super complet sur ce parcours-là. Pogačar qui avait été vraiment très fort, mais qui avait chuté. C'est lui qui a lancé tous les mouvements de course, hein, globalement. Donc en étant sorti d'abord dans le secteur d'Avelu à Wallers pour arriver dans la trouée d'Arambert sans trop de problèmes, sans avoir un problème de propreté. Donc ça, c'était vraiment très malin de sa part. Puis ensuite, il avait attaqué dans Mont-Saint-Pével, bien évidemment, ce genre de choses. On se souvient qu'à un moment, il n'y avait plus que Philipsen avec Van Der Poel et Pogačar, mais Philipsen était vraiment à bout de force. Et puis, on a eu cette erreur de Pogačar. Je crois que c'était dans le secteur pavé d'Envelin, avec un virage un peu trop serré que Pogačar a pris trop vite. Il s'est retrouvé par terre. Il a déraillé, si j'ai pas de conneries, et donc il a perdu un peu de temps et Van Der Poel est allé chercher la victoire. On se souvient, pour la petite anecdote, que Pogačar avait crevé, que Van Der Poel avait crevé aussi. Je crois que c'était dans le carrefour de l'Arbre, mais les écarts étaient déjà faits à ce moment-là. Et donc, au final, Van Der Poel avait triomphé avec 1 minute 18 d'avance sur Tadej Pogačar, ce qui était quand même une performance exceptionnelle hein, pour un premier Paris-Roubaix, on va pas se mentir. Euh, Pogačar qui semblait quand même bien émoussé à l'arrivée, on va pas se mentir. Et puis, derrière, on avait un groupe qui s'était joué le podium, avec Mats Pedersen en troisième place. Mats Pedersen qui était dans le bon groupe, mais qui avait crevé de la roue avant. Bah, je pense que c'était dans Mont-Saint-Pével, d'ailleurs. Florian Vermeersch, coéquipier de Tadej Pogačar, qui avait fait cinquième. Et le quatrième, c'était Wout van Aert. Wout van Aert qui avait eu problème mécanique, puis ensuite pas trop de jambes, mais qui s'était bonifié au fur et à mesure de la course et qui avait fait quatrième. Donc voilà, Wout van Aert, même dans un mauvais jour, ça fait quand même quatrième de Roubaix, c'est pas rien. Et à noter quand même pour la petite anecdote, Jonas Ruch qui fait sixième alors qu'il était dans l'échappée matinale, comme Marcus Hulgaard qui faisait 8. Donc ça c'est important parce que sur le Paris-Roubaix, les échappées matinales peuvent aller loin. On se souvient bien évidemment de la victoire de Mathieu Eman. On se souvient de la deuxième place de Sylvain Dillier, de la deuxième place de Florian Vermeersch, l'année où Colbrelli s'impose. Donc très important d'être dans l'échappée. On peut avoir un beau résultat sur un monument à Paris-Roubaix en étant dans l'échappée. Et puis la septième place de Stéphane Bisseguer, quand même, il faut le noter, pour l'équipe Décathlon G2R, la mondiale. Le premier français de ce Paris-Roubaix. Roulement de tambour, c'était Florian Dauphin, qui avait été 25e de cette édition. Bref, bon, c'était l'édition 2025, et on peut s'attendre de manière assez raisonnable à avoir des résultats similaires sur l'édition 2026. Maintenant, on va se pencher sur les favoris tout de même. Donc pour ça, on va aller voir sur Winamax les cotes des différents coureurs. Et bien évidemment, on parle d'un duel et Mathieu Van Der Poel et Pogačar sont tous les deux très bien cotés, respectivement à 2,50 et 2,75, quand le troisième favori est coté à 9. Donc ça montre quand même qu'on a un vrai duel qui s'annonce sur ce Paris-Roubaix. À noter quand même que Van Der Poel a un léger avantage de 50 par rapport à 2,75 pour Pogačar, mais bon, on peut dire que c'est à peu près kiff-kiff. Et 2,50 et 2,75, donc ça montre que ils sont pas non plus si favoris que ça. Il y a une possibilité que d'autres coureurs aillent chercher la victoire, même s'ils sont beaucoup moins favoris. Mathieu Van Der Poel, donc on va commencer par lui, bien évidemment. Les compos sont pas encore totalement officiels pour les équipes, mais ça dépend pour lesquelles. Par exemple, pour la Alpecin Premier Tech, on ne connaît pas encore la composition totale, mais il devrait y avoir Philipsen, bien évidemment, comme équipier, Caden Groves, Florian Sénéchal, donc qui revient un petit peu avec cette nouvelle équipe. Je vous invite d'ailleurs à aller voir son interview dans Bistro Vélo. C'est super intéressant. Il parle notamment de santé mentale, et c'est une chose qu'on fait assez peu dans le sport, donc c'est très intéressant à écouter. Je vous recommande vivement donc son interview dans Bistro Vélo. Et Oscar Risbeck, donc une belle équipe. Sénéchal à l'époque, moi c'était il y a 4-5 ans. Mon grand espoir pour faire un bon résultat sur Paris-Roubaix. Finalement un peu déçu, mais c'est quelqu'un du Nord donc qui marche toujours bien sur cette course-là. Donc ça sera un très bon équipier pour Mathieu Van Der Poel. Philipsen bien évidemment qui sera un caillou dans la chaussure des adversaires de Mathieu Van Der Poel. Si jamais ça venait à se regarder un petit peu, je suis pas absolument certain. Mais Philipsen, donc pour rappel, il fait deuxième en 2023 et 2024 derrière Van Der Poel. Et donc, on n'a pas envie de se retrouver sur un vélodrome avec Philipsen.
donc c'est toujours mieux de le larguer. Donc c'est un certain atout quand même pour Mathieu Van Der Poel. Et Mathieu Van Der Poel, bah, que dire de lui? Eh bien évidemment, il a gagné 3 fois d'affilée sur ces 3 dernières années, Paris-Roubaix. C'est sa course. Il peut devenir, je crois, le co-recordman avec Tom Boonen de Paris-Roubaix s'il gagne une 4e fois cette année. Sur son début de saison, on en a déjà parlé précédemment. Milan-San Remo, on a senti qu'il était un peu en dessous. Il y avait eu cette chute aussi. À l'E3, il gagne, mais un peu moins fort que d'habitude. Quand Wevelgem, il n'est pas capable d'aller chercher la victoire avec Wout van Aert, ce qui était franchement un petit peu dommage. Et puis ensuite, il y avait eu donc ce Tour des Flandres, bien évidemment, qui finit à la 2e position. Finalement, un Tour des Flandres pas rassurant, mais presque, parce qu'on a l'impression que Pogacar est dans un état de forme plus avancé que l'an dernier. Il est plus fort, très clairement. Et là, finalement, il a pas pris trop une raclée, Mathieu Van Der Poel, sur ce Tour des Flandres, alors qu'on aurait pu s'y attendre, notamment vu qu'on a un début de saison un peu mitigé de son côté à lui. Mais il a plutôt bien réagi, donc voilà, deuxième, largué dans le Vieux-Quarmont, mais il était pas si loin, il était à 10-15 secondes au sommet du Vieux-Quarmont. C'était un terrain qui lui convenait beaucoup moins bien que Paris-Roubaix, bien évidemment. Donc voilà, Mathieu Van Der Poel, il peut gagner soit en partant tout seul, comme ça a été le cas sur ces 3 victoires, il peut aussi peut-être gagner au sprint, même si on se souvient que la seule fois où il allait sprinter sur le Vélodrome pour la victoire, c'était contre Sonny Colbrelli et Florent Vermeersch et il avait fait 3. Donc c'est des choses qui arrivent. Bon, c'était une autre époque, c'était en 2021, c'était à l'automne et c'était sous la pluie. Donc c'est un petit peu différent de ce qu'on a maintenant. Mais bien évidemment, Mathieu Van Der Poel, c'est le coureur ultime pour ce Paris-Roubaix. Et c'est pour ça qu'il est grand favori. Maintenant, en termes de stratégie, je pense qu'il faut qu'il attaque quand même un moment. À mon avis, Pogacar devra prendre les devants de la course d'une certaine manière, parce qu'au plus c'est dur, au plus ça pourra profiter à Pogacar. Parce que de toute façon, Pogacar, c'est le mec le plus fort, je pense, même s'il manque un peu de puissance par rapport à des Van Der Poel, des Van Aert, des Pedersen. Intrinsèquement, c'est le coureur avec les meilleures jambes du peloton. Donc lui, il a besoin d'une course difficile. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas trop de dénivelé. Donc je pense que Pogacar va devoir faire en sorte que la course soit difficile pour pouvoir aller puiser le plus loin dans ses réserves et que les autres le fassent aussi. Et donc je pense que Van Der Poel au début, il aura la course un peu facilitée par un Pogacar qui voudra faire la course. Mais à un moment, je pense que dans les secteurs très difficiles où il faudra faire parler la puissance, bien évidemment Mont-Saint PVL, Carrefour de l'Arbre, je pense qu'à un moment, Van Der Poel peut mettre la pression à Pogacar et peut-être même qu'il peut le décrocher. En tout cas, c'est une grosse possibilité. Il peut aussi le pousser à la faute, même si c'était Pogacar qui s'était mis tout seul à la faute l'an dernier, on s'en souvient. Van Der Poel, c'est aussi un coureur très adroit. On sait que l'adresse, ça joue un petit peu sur le risque de crevaison. Donc, a priori, il aura peut-être moins de chances de crever que ses adversaires. C'est ce qui s'est vu sur toutes ces dernières années. Et ça devrait encore se confirmer cette année. Donc, ça fait quand même beaucoup d'atouts pour Mathieu Van Der Poel. Et encore une fois, s'il arrive au sprint, au Vélodrome, avec un Pogacar, je pense que c'est 50-50. Donc, il a encore ses chances. Donc, pas totalement obligé de finir tout seul, Mathieu Van Der Poel, mais je pense qu'il en a les capacités. Et c'est pour ça qu'il est le favori numéro un selon les bookmakers. Et même si je suis pas super rassuré sur sa condition par rapport à l'an dernier, là, son Tour des Flandres m'a montré qu'il était pas totalement à la rue. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc j'ai foi en Mathieu Van Der Poel. Je pense que c'est vraiment du 50-50 avec Pogacar, mais je pense qu'il peut gagner et ça serait sympa qu'il gagne Paris-Roubaix en ayant un peu de suspense. Je me souviens des éditions, notamment l'édition 2024, c'était assez horrible à suivre parce que Van Der Poel était beaucoup trop fort. L'an dernier, on a bien vibré jusqu'à donc Envelin et puis cette chute de Pogacar. Ensuite, c'était un peu bon. Il y a le moment au début de la course-poursuite, c'était cool à suivre, mais quand on a compris que Van Der Poel était au-dessus et que Pogacar était complètement cuit, puis après la crevaison de Pogacar, c'était un peu moins sympa à suivre les 20-25 derniers kilomètres. Mais là, je pense qu'on a une grosse adversité pour Van Der Poel sur ce Paris-Roubaix. Peut-être plus grosse adversité qu'il ait jamais connue, et donc ça va être très cool à suivre, et ça ferait un très beau vainqueur. Ok pour la Alpecin. Ensuite, deuxième favori, bien évidemment, Pogacar, coté à 2,75. En termes d'équipe, elle a été annoncée officiellement du côté de la UAE. On aura donc, pour les coureurs les plus importants, Antonio Morgado, Nils Politt, Mikkel Bjerg, et puis Florian Vermeersch qui seront équipiers de Tadej Pogacar. Je pense que les deux plus forts, c'est clairement Nils Politt et puis Florian Vermeersch. Nils Politt qui avait fait deuxième, on s'en rappelle, en 2019. C'était il y a longtemps, mais on s'en souvient. Nils Politt qui fait un début de saison un peu mitigé. On l'a pas vu vraiment à son avantage.
Mais Paris-Roubaix, c'est une course qui lui convient bien. Il faisait deuxième en 2019, septième en 2018, quatrième en 2024. Donc c'est un coureur à qui cette course convient vraiment très bien. Il est très grand, très puissant, très lourd. Donc ça sera évidemment un allié de choix pour Tadej Pogacar. Pareil pour Flo Vermeersch, sauf que Flo Vermeersch, lui, en plus de ça, il fait une saison assez fantastique. On se souvient de son omloop qui était phénoménal. On se souvient de l'E3 qui est fini à troisième position. Encore septième cette fois-ci sur le Tour des Flandres, c'est la semaine dernière, donc ça montre vraiment qu'il est à un très bon niveau. J'espère pour lui qu'il n'est pas en fin de pic de forme quand même, parce que on le voit de beaucoup depuis le début de la saison, Florian Vermeersch. Et à noter donc que bah, 1,93 m, 85 kg, évidemment, c'est un coureur très très lourd. Et lui, les pavés, ça lui fait pas peur. Il a participé 4 fois à Paris-Roubaix. Son meilleur résultat, c'était la première fois en 2021 où il fait deuxième. Abandon en 2022, 12e en 2023, 5e en 2025 en étant l'équipier de Pogacar. Je pense qu'on peut prétendre à peu près à la même chose cette année pour Florian Vermeersch. Et donc, franchement, un top 5, je serais vraiment pas surpris. Je ne tomberais pas de ma chaise si Florian Vermeersch faisait un top 5. Maintenant, est-ce que il peut y avoir une stratégie d'équipe avec Pogacar? Je ne sais pas trop, pour être honnête. Vermeersch et Politis peuvent durcir la course, mais à un moment, il va falloir que Pogacar vienne au charbon lui-même. Et donc, ça m'étonnerait pas que Pogacar s'isole assez rapidement avec d'autres leaders. Et donc Pogacar, bah, son début de saison, c'est 3 courses, 3 victoires, 100% de réussite sur tous les terrains, sur les Strade Bianche, sur Milan-San Remo, sur le Tour des Flandres. Tour des Flandres où il était vraiment très fort. Milan-San Remo, il était vraiment très très fort. Donc bah là, il n'y a pas de raison. Il s'est entraîné plus que l'an dernier sur Paris-Roubaix. Il a un peu changé de profil, euh, un peu plus lourd, je pense, un peu plus puissant. Et donc, bien évidemment, il est prêt comme jamais pour aller chercher ce Paris-Roubaix. Il est déjà à 2 monuments sur 2. Ça peut faire 3 très clairement, ce dimanche soir à Roubaix. Donc maintenant, on se pose la question de comment est-ce qu'il va pouvoir lâcher ses adversaires et notamment Mathieu Van Der Poel. Heu, bah, il y a bien évidemment ce secteur de Mont-Saint-Pével qui lui fait de l'œil, je pense, à Pogacar avec cette sortie en faux plat montant. Donc je pense qu'il faudra rouler à fond dans Mont-Saint-Pével pour mettre tout le monde à l'agonie, puis remettre une dernière couche dans le faux plat après. Et après, on sait que c'est un très bon rouleur, Pogacar, hein, malgré tout. Donc si jamais il arrive malheur à Van Der Poel et que les autres sont un peu loin derrière, il est capable d'aller chercher une victoire en solitaire. Après, Pogacar est aussi capable de gagner au sprint. C'est quand même un coureur qui va vite. On l'a vu battre Pidcock sur Milan-San Remo. Là, hein, une course après 260 bornes sur les pavés et qu'on arrive au Vélodrome, au sprint, je pense que tout le monde peut taper à peu près n'importe qui. On l'a vu à l'époque avec Mathieu Eman. Donc on l'a vu avec Florian Vermeersch qui battait Mathieu Van Der Poel en 2021. Donc je pense que Pogacar peut aussi se permettre d'aller au sprint. Bien évidemment, il préférerait finir tout seul parce qu'il aurait pas de risque à prendre sur le vélodrome. C'est quand même aussi particulier de rouler sur un vélodrome, de faire un sprint. Mais je pense qu'il a aussi ses chances au sprint. Donc on verra si Pogacar essaye de s'esseler à tout prix ou si ça lui convient bien d'aller en 1v1 au sprint contre par exemple Van Der Poel. On verra quel sera le scénario de course, mais clairement, Pogacar, énorme favori aussi pour ce Paris-Roubaix. Favori suivant, coté à 9, on en a 2 et ces 2 gars qui sont un peu revenants, c'est Mats Pedersen pardon et Wout van Aert. Mats Pedersen tout d'abord, bah, Mats Pedersen, il revient de cette chute, 1er jour de course, qu'il a mis un peu dans le mal. Heu, il est revenu à Milan-San Remo, il a fait 4e, 9e à l'E3, 5e au Tour des Flandres. Il était en difficulté dans le Tour des Flandres, hein. On l'a pas vu acteur Mats Pedersen malheureusement. Finalement, il finit un peu derrière Wout van Aert, mais c'était quand même une grosse performance, surtout pour quelqu'un qui revenait d'une blessure comme ça. À noter que Mats Pedersen, c'est pareil, c'est aussi plutôt un gros gabarit. Et à choisir entre le Tour des Flandres et Paris-Roubaix, c'est bien évidemment Paris-Roubaix qui lui sied le mieux. D'autant plus qu'il aura eu le temps de se reprendre un peu de ses maladies, de ses blessures. Donc je pense qu'il sera dans la meilleure forme de son début de saison, ce qui sera pas forcément la meilleure forme de sa vie, qu'on soit très clair. Mais bien évidemment, c'est une course qui lui convient sur le papier. Et j'espère vraiment qu'il sera acteur, le tracteur Mats Pedersen. Il me semble cependant que à chaque fois Mats Pedersen, il a pas trop de chance ou de réussite sur, sur Paris-Roubaix. Sur les 3 dernières éditions, pardon, il fait 4e, 3e et 3e. Mais à chaque fois, il lui arrive un petit truc. Donc on verra si Mats Pedersen cette année est capable de passer entre les gouttes. Faudra pas qu'il crève. Donc pour ça, ça demande aussi un peu plus de souplesse, je pense, sur sa conduite du vélo. Mais bien évidemment, Mats Pedersen ce sera un client très sérieux pour ce Paris-Roubaix.
En termes d'équipe, c'est pas annoncé de manière totalement officielle, mais on devrait avoir Max Walscheid avec lui, donc très grand gabarit, qui convient aussi très bien à cette course-là. Søren Kragh Andersen, bien évidemment, on le présente plus. Matthias Vacek, Jonathan Milan, on verra qui vient vraiment sur la course, au final parmi tous ces noms. Mais Max Walscheid, on se souvient qu'il avait fait 8e en 2023, c'était quand même pas n'importe quoi. Søren Kragh Andersen, c'est bien évidemment un profil qui lui convient plutôt bien, même s'il n'a pas eu de résultats aussi probants que Max Walscheid. Jonathan Milan, c'est pareil, un bulldozer très grand, très lourd, très puissant, même si pour l'instant on l'a jamais vu performer sur Paris-Roubaix. Donc dans tous les cas, je pense que ça serait en tant qu'équipier pour Mats Pedersen, mais pour l'instant on l'a pas encore vu trop performer, donc ça serait cool de voir s'il est aligné sur la course et voir dans quelle mesure il est capable de rester proche de son leader. Et puis Matthias Vacek. Matthias Vacek, pareil, il a jamais brillé pour l'instant sur Paris-Roubaix. Après, il reste assez jeune, mais encore une fois, un grand gabarit avec beaucoup de puissance. Donc c'est bien évidemment une course qui peut lui convenir. Et en termes de stratégie, bah, Mats Pedersen, très clairement, lui, je pense qu'il faut qu'il fasse profil bas. C'est peut-être celui qui a le plus de certitude sur son sprint par rapport à un Van Der Poel et un Pogacar, par rapport à un Wout van Aert aussi, dont on parlera juste après. Donc je pense que lui, Mats Pedersen, il faut que ça soit une course assez difficile pour qu'il y ait de la sélection. Ça l'arrangerait s'il n'y ait pas Philipsen qui soit dans le groupe pour jouer la victoire. En revanche, je pense que Mats Pedersen, lui, c'est un des seuls coureurs qui essaiera pas de s'isoler parmi tous les grands favoris, parce que je pense que c'est lui qui a le plus confiance en sa pointe de vitesse. Donc ça sera assez intéressant à suivre. Et bien sûr, si Mats Pedersen allait chercher ce Paris-Roubaix, ça serait tout simplement exceptionnel, et on serait très heureux qu'il décroche son premier monument, et il le mériterait amplement. Ensuite, côté à 9, donc on le disait, on a Wout van Aert. Cette fois-ci, la Visma Leasebike qui a été annoncée de manière complète en termes de composition d'équipe. Et encore une fois, c'est une belle équipe. Les équipiers de Wout van Aert, ça sera Christophe Laporte, Mathieu Brennan, Eduardo Affini, Per Strand-Hagenes. Donc c'est beaucoup de gros, gros, gros rouleurs. Mathieu Brennan, l'an dernier, on l'avait vu plutôt à son aise hein, sur Paris-Roubaix. Finalement, il avait fini derrière Van Aert, pardon, mais longtemps, il a été plutôt plus à l'aise que lui. Il lui manquait un peu de caisse pour faire ce monument-là. Et je pense que cette année, ça sera pareil. Il n'a pas fini le Tour des Flandres, on l'a pas trop vu depuis le début de saison, là, à part à Kuurne, Bruxelles, Kuurne. J'ai l'impression qu'il n'est pas dans la forme de sa vie et il est encore trop tendre pour des monuments de 260 bornes. Mais donc pourquoi pas, ça peut être un bon équipier. Eduardo Affini, bah 1m90, 85 kg. Il n'a pas fini le Tour des Flandres, ce qui est un peu dommage, mais ça sera un très bon équipier pour cette course-là. Et puis ensuite, on arrive un peu au trident avec Laporte, Bertrand Hagenes et puis Wout van Aert. On va commencer par Hagenes, c'est celui qui a le moins d'expérience. Bien évidemment, il a que 22 ans, mais c'est pareil, c'est un grand gabarit, très puissant. Cette année, on se souvient bien évidemment du Samin et du Grand Prix de Denain, où il était à l'avant, Grand Prix de Denain, donc remporté par Alex Egart, où il s'est complètement joué de Bertrand Hagenes, mais on a vu que Bertrand Hagenes était fort. Il fait deuxième de l'E3, ce qui était une très belle performance, et il finit par faire 17e sur le Tour des Flandres, alors que moi je l'attendais plutôt sur Paris-Roubaix. Donc je pense que Bertrand Dagenès, avec la forme qu'il tient, il peut aller assez loin sur ce Paris-Roubaix, et ça sera forcément un très bon équipier pour Wout van Aert, tout comme Christophe Laporte. Bah, Christophe Laporte, c'est tout simplement un monstre de régularité sur ce début de saison. Quatrième de l'Omloop, septième de l'E3, troisième d'à travers de Gand-Wevelgem, septième d'à travers la Flandre, neuvième du Tour des Flandres. Et là, c'est la course qui lui convient le mieux sur tous les profils Paris-Roubaix. On se rappelle qu'il avait fait sixième en 2021, l'année de la pluie, l'année où il avait plus de frein sur son vélo, qu'il avait freiné avec sa chaussure. Le problème de Laporte, c'est aussi qu'il lui arrive souvent des petits ennuis sur Paris-Roubaix. J'ai pas vraiment d'un souvenir d'un seul Paris-Roubaix dans lequel il aurait pas eu d'emmerde. Donc son objectif pour cette année à Christophe Laporte, ça sera d'éviter les embûches. Et pourquoi pas de jouer sa carte? C'est clairement la meilleure carte française pour ce Paris-Roubaix. D'ailleurs, si on regarde les cotes sur Winamax, j'ai parlé de Wout van Aert qui était coté à 9. Christophe Laporte, il est coté à 30. Et c'est que le huitième favori. Donc ça montre quand même que Christophe Laporte est en très bonne position pour aller chercher un top 8, un top 10, voire même un top 5. Et on verra si même il peut pas jouer sa carte à un certain moment, même si là je pense que cette année ça va aller trop vite pour les gars de devant pour que Laporte puisse être dans le bon groupe. Et à noter donc que Bertrand Dagenès, lui, est coté à 100. Donc c'est intéressant. Et enfin on en arrive à Wout van Aert, bien évidemment, le Belge qui n'a gagné qu'un seul monument, Milan-San Remo, alors qu'il devrait en gagner tellement plus. Heu, on avait vu un Milan-San Remo plutôt bon,
où il a fini troisième, mais il y avait toujours un peu cet inconnu de il était pas dans le bon groupe, etc. Euh, on l'a vu ensuite sur Ganveul Game où il est sorti en duo avec Mathieu Van Der Poel, ça n'avait pas suffi, mais il s'était montré, il était très fort dans le Kemmel, donc ça c'était un bon indicateur. Deuxième à travers la Flandre, avec ce scénario terrible repris par Philippe Ogana dans les derniers instants. Et puis le Tour des Flandres, où il finit à la quatrième position, c'était le quatrième plus fort, mais il était limite dans le Vieux-Quarmont. Je pense que Van Aert commence à avoir une bonne forme, mais il n'est pas assez fort pour suivre dans les ascensions. Et ça tombe bien, parce que dans Paris-Roubaix, il y a pas trop d'ascensions. Donc je pense que c'est un très très sérieux candidat au podium, Wout van Aert. Je ne sais pas s'il sera candidat à la victoire, mais j'en attends beaucoup de lui. Et franchement, lui autant que Pedersen, j'espère que tous les deux qui feront un très bon résultat et je serais très ravi si l'un d'eux était capable d'aller chercher cette victoire. Donc à noter que Van Aert sur ses dernières saisons, c'est septième en 2021, deuxième en 2022, troisième en 2023 et quatrième en 2025. Donc pareil, une régularité énorme sur cette course-là. Et je pense que cette année, on va pas y échapper. Il fera aussi un top 5. Est-ce qu'il sera capable d'aller jouer la victoire? Ça, j'en suis moins certain, malheureusement. J'ai aussi pas trop confiance en son sprint. Là, on a cité pour l'instant trois coureurs avant Van Der Poel, Pogačar et puis Pedersen. Et bah, je serais confiant contre aucun de ces gars-là au sprint pour Van Aert, malheureusement. Même si tout est possible sur un sprint au Vélodrome, mais je le sens pas trop. Donc, je pense que la stratégie pour Van Aert, ça sera de s'accrocher le plus longtemps possible. Et pourquoi pas essayer de marquer, de profiter d'un marquage entre Pogačar et puis Van Der Poel pour sortir à un moment. Et après, il aurait la caisse physique pour résister peut-être devant. Donc, très clairement, il va pas gagner Van Aert, hein, parce qu'il est maudit. Il a clairement une malédiction sur ce coureur-là, donc il ira pas gagner, et ça me rend vraiment triste. Mais je pense qu'un top 5, c'est quasiment assuré. Et j'espère vraiment beaucoup que Van Aert sera capable de s'accrocher avec les meilleurs le plus longtemps possible. Et on verra s'il est capable de jouer avec son équipe, même si je pense quand même que Laporte et Bertrand Agonès, même s'ils sont très forts, il y a un moment où ils vont disparaître, hein, parce que ça va aller beaucoup trop vite devant. Et je suis pas sûr qu'à Mons-en-Pévèle, on ait encore Haguenès et puis Laporte qui soient dans le bon groupe. Je suis même pas sûr qu'on ait Van Aert dans le bon groupe à ce moment-là. Donc on verra jusqu'à quel moment ils sont capables d'accompagner leur leader, mais on a quand même une belle équipe du côté de la Visma Leasebike et ça fait plaisir. Ensuite, côté à 12, on a Philippe Ogana. Donc Philippe Ogana qui sera le leader de la Ineos, bien évidemment. La composition n'est pas encore indiquée complètement. On sait juste qu'il devrait y avoir Philippe Ogana et Josh Tarling. Malheureusement, on n'en sait pas plus. Moi, Josh Tarling, c'est quelqu'un qui me hype énormément. Je pense qu'à l'avenir, ça sera un grand nom, pas que dans le chrono, aussi sur les classiques. Et il m'a beaucoup impressionné sur Paris-Nice. Malheureusement, sur la suite des campagnes de classiques, c'était un peu plus compliqué. Il a abandonné sur le Tour des Flandres, on ne l'a pas vu. J'espère que tout va bien pour lui, d'ailleurs. J'ai pas trop d'infos. Mais je pense que Paris-Roubaix, ça pourrait être tellement une course qui lui convient. Le problème, c'est qu'il a pas trop de références dessus. Hors délai en 2023, disqualifié en 2024, 52e en 2025, donc un peu compliqué. On n'est même pas sûr totalement qu'il participera. Et puis, bon, abordons sur le Tour des Flandres, c'est jamais très bon signe avant Paris-Roubaix. Mais pourquoi pas Joshua Tarling. Et sinon, Ghana, bien évidemment. Euh, Ghana, ça risque de faire mal sur ce Paris-Roubaix. On le sentait un peu en dedans sur ce début de saison, pas très fort à Milan-San Remo. Et puis, il y a eu cet à travers la Flandre où, certes, il a été remonté par les voitures, mais il a changé de vélo deux ou trois fois. Beaucoup d'efforts, toujours mal placé, parce qu'il a des problèmes mécaniques et finalement il revient et il attaque dans les derniers kilomètres pour reprendre malheureusement le Motive Van Aert, mais pour aller chercher une très 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 belle victoire sur à travers la Flandre. Et donc bien évidemment, Paris-Roubaix, c'est un profil qui doit lui convenir. Lui a la grosse brute pleine de watts et il doit réussir sur cette course-là. Sixième en 2023, 13e en 2025. Clairement, on attend que cette année il fasse mieux que sixième et il doit viser, Philippe Ogana, un podium, peut-être même un top 5 plutôt, mais au moins, peut-être pourquoi pas un podium sur ce Paris-Roubaix. C'est pour ça qu'il est coté à 12. Il semblait tellement puissant sur à travers la Flandre que il pourrait vraiment mettre cette puissance à profit sur ce Paris-Roubaix. Pareil en termes de stratégie, on sait qu'à un moment, Philippe Ogana allait assez vite au sprint. Après, sur un vélodrome, en plus, il a un petit avantage, lui, puisque Philippe Ogana fait beaucoup de pistes aussi, donc ça pourrait franchement l'avantager.
la connaissance du vélodrome et puis la pointe de vitesse après 260 bornes, c'est toujours un peu différent. Donc je pense qu'il est pareil, pas obligé de finir tout seul. Il peut se faire confiance sur son sprint face à d'autres coureurs. Surtout si c'est pour la victoire, parce que lui, il aura beaucoup moins à perdre que les autres. Donc on verra ce que Filippo Ganna est capable de faire. Et il faudra aussi qu'il évite un peu les ennuis. On sait que c'est pas toujours son fort, mais donc faudra pas crever 3 fois comme c'était le cas à travers la Flandre, typiquement. Donc on verra ce que ça donne pour Filippo Ganna. Côté A12, on a aussi Jasper Philipsen, dont on a déjà discuté rapidement quand on a parlé de la Alpecin. Moi, Philipsen, cette année, je le sens un peu moins bon que les années précédentes. Et là, je sens vraiment une course très difficile cette année. Donc, s'il est coté à 12, c'est uniquement dans un scénario dans lequel ça se regarderait beaucoup entre Pogacar et Van Der Poel, que les deux arriveraient pas à se départager et que ça permettrait à d'autres coureurs de revenir de derrière. L'an dernier, il était à peu près dans le coup, hein, Jasper Philipsen, pour aller jouer les premiers rôles, mais à un moment, dans mon 100 PVL, on a vu qu'il était complètement vidé d'énergie. Et là, j'ai un peu le sentiment que ce sera la même chose cette année, donc c'est pour ça qu'il est coté à 12. Côté à 20, on a Florian Vermeersch, dont on a déjà parlé rapidement, mais ça sera très clairement tout pour Pogacar, hein, pour la UAE, donc à moins que Pogacar ait un ennui qui l'élimine irrémédiablement de la course, ce sera pas pour Vermeersch cette année, euh, ou alors pour un autre Vermeersch dont on parlera juste après. Christophe Laporte, côté à 30, on en a déjà parlé, et il faut arriver à 50, donc pour parler de Gianni Vermeersch, donc le Gianni, cette fois-ci, lui, sera leader pour, a priori, l'équipe Red Bull Bora. On ne connaît pas encore la composition totale. Il devrait y avoir Laurens Pitty, les frères Van Dijk, Jordi Meeus. Donc c'est encore des profils qui correspondent bien à cette course qui est Paris-Roubaix. Euh, En termes de résultats, Jordi Meeus, il a déjà fait top 10, 8e en 2024. Donc c'est évidemment une course qui peut lui correspondre. Laurens Pitty, il commence un peu à monter en puissance, 7e en 2024. Donc encore un mec qui a fait top 10. Les frères Van Dijk un peu moins, mais je pense que ça serait vraiment très malin de mettre Mick Van Dijk ou Tim Van Dijk dans l'échappée. Mick Van Dijk, 2 top 20 sur les dernières éditions. Tim Van Dijk, une fois 16e. Donc c'est quand même des coureurs qui sont capables de performer sur cette course-là. Et puis Gianni Vermeersch, il commence à afficher une sacrée forme. Ça lui va bien d'avoir changé d'équipe, de ne plus être équipier de Van Der Poel et d'être à peu près leader sur les classiques sur la Red Bull Bora. 10e du Tour des Flandres en ayant pas mal roulé pour Remco. C'était une belle perf. 8e de l'E3. 5e d'Estrade Bianche, ça c'était aussi une grosse perf, hein, 5e d'Estrade Bianche. Et en termes de performance sur Paris-Roubaix, il a fait 6e en 2024, 11e en 2023. Donc très clairement un coureur à suivre et un beau candidat pour le top 10. C'est pour ça qu'il est coté à 50 par les bookmakers. Côté à 60, on a un autre coureur qui m'intéresse beaucoup, c'est Alex Segart. Alex Segart qui devrait donc a priori être le leader de l'équipe Bahreïn Victorious. Jura Mohoric aussi qui sera une belle carte pour la Bahreïn et pourquoi pas Phil Bauhaus. Même si Bauhaus, je pense que c'est un peu trop dur pour lui, c'est plus vraiment un sprinter Phil Bauhaus. On verra qui est le leader entre Alex Segart et puis Mohoric. Là, si je regarde vite fait sur les bookmakers, donc je le disais, Alex Segart est coté à 60, Mohoric à 150. Donc les bookmakers voient plutôt Alex Segart pardon, que Mohoric. Mohoric quand même a fait un beau Tour des Flandres. Je m'attendais pas à le voir aussi haut. Il finit à 8e place, ce qui est quand même bon signe pour lui. Ça montre qu'il commence à accrocher une bonne forme, alors que moi j'ai aussi l'impression que Paris-Roubaix ça lui convient mieux que le Tour des Flandres. On rappelle qu'il avait fait 5e en 2022. Donc en vrai, Mohoric, je suis un peu sous-estimé. La coté à 50, je trouve que c'est un peu sévère, notamment au vu de son Tour des Flandres où il était extrêmement fort. Et Alex Segart, bien évidemment, écrase les pédales, que ça soit sur Danilit Nokere, que ça soit sur le Grand Prix de Denain. On l'a un peu moins vu sur le reste des courses, même s'il fait 15e du Tour des Flandres, alors que c'est un camion, le gars, hein, c'est 80 kilos, Alex Segart. Pour aller faire 15e du Tour des Flandres, il faut vraiment être solide. Je pense qu'il a des très bonnes jambes, un peu à la manière de Per Strand hein, finalement. Et je serais pas trop étonné s'il faisait un top 10. Et par contre, je serais pas étonné s'il faisait pas un top 10 non plus. Alors c'est un peu contradictoire, mais il a jamais performé pour l'instant Alex Segard sur Paris-Roubaix. Donc avoir des grosses jambes et écraser les pédales comme un camionneur, c'est une bonne chose. Après maintenant, Paris-Roubaix, c'est aussi beaucoup d'autres éléments, pas mal de techniques, et donc on verra si Alex Segard est capable de d'avoir ces éléments-là pour aller chercher une bonne place, et pourquoi pas donc un top 10. Ensuite, côté à 75, on a Jasper Stuyven, John Degenkolb, Tibor Del Grosso, Jordi Meeus.
Donc Del Grosso, on verra déjà s'il est aligné. Jordi Meus, on en a déjà parlé. Et Stuyven et Degenkolb, bah Degenkolb, en fait, il fait une course tous les ans et à chaque fois c'est Paris-Roubaix. Donc lui, il vit que pour ça, hein, très clairement. 37 ans, il a plus grand-chose à gagner. Il a déjà gagné Paris-Roubaix. On se rappelle, c'était en 2015, l'année où il gagne aussi Milan-San Remo. Donc c'était quand même il y a 11 ans que Degenkolb était à ce niveau-là. Euh, il avait fait deuxième avant en 2014, septième en 2023. On se souvient de cette terrible année où il chute alors qu'il était extrêmement fort. Et en 2024, il fait 11e. Malheureusement, l'an dernier, il n'était pas capable d'être aligné au départ. Je crois qu'il avait chuté sur les classiques précédentes. Donc on verra, mais ça me ferait très plaisir d'avoir John de Kolb dans le top 10. C'est un très bon coursier et on sait que c'est sa course de prédilection. Donc on espère le voir briller et pourquoi pas aller chercher un top 10. Et puis Stuyven, il faut en parler quand même parce qu'il y aura une belle équipe du côté de la Soudal Quick-Step. Mais malheureusement, c'est une équipe d'un ancien temps. Parce que Jasper Stuyven, Dylan Van Baarle, Yves Lampaert, Tim Merlier, c'est que des gros noms du pavé, mais c'est des noms du passé malheureusement. Donc on le disait, selon les bookmakers, ce serait Stuyven qui serait le leader, côté à 75, et il faut remonter à 200 pour voir Dylan Van Baarle. Il y a aussi Paul Magnier, mais je crois que Paul Magnier ne sera pas affiché. Il n'est pas dans une très très bonne forme, donc plus Paul Magnier. Et ensuite, je ne trouve pas les suivants, donc soit ils sont pas cotés par Winamax, ou soit on les considère pas comme favoris. Après, c'est encore une compo provisoire, hein, mais Dylan Van Baarle, on le rappelle, ancien vainqueur en 2022, il fait quand même un début de saison assez moyen, Dylan. L'an dernier, pareil, il fait 35e. Abandon 2023, n'est pas parti en 2024, donc depuis sa victoire, ça lui sourit vraiment pas Paris-Roubaix. Et malheureusement, j'ai peur que ça soit pas cette année non plus, parce qu'il me semble pas dans une forme royale. Jasper Stuyven qui fait un très beau Tour des Flandres, quand même, il faut le noter. Conclut à une sixième place, septième sur Milan-San Remo, donc moi je dis Banco. Encore un top 10 pour Jasper Stuyven, c'est pour ça que c'est lui le mieux coté hein, d'ailleurs chez Winamax. Et sur Paris-Roubaix, c'est une course qui lui convient bien. Il a déjà fait 3 top 10, pardon. L'an dernier, c'était un peu compliqué. 95e, je me souviens plus s'il avait eu un problème ou pas, mais c'est très clairement un coureur qui peut aller prétendre au top 10. Et ça serait un moindre mal pour cette équipe Quick-Step. On sait qu'il y a donc aussi Yves Lampaert qui est aligné. Yves Lampaert, c'est bien évidemment historiquement un coureur de Paris-Roubaix. Mais là, il fait un début de saison catastrophique. Il a 34 ans. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Yves Lampaert à son meilleur niveau. Euh, 3 top 10 aussi quand même sur Paris-Roubaix dans sa carrière. Meilleur résultat troisième en 2019, mais ça commence à remonter cette affaire, donc je pense qu'il faut pas trop compter sur Yves Lampaert cette année. Et puis peut-être Tim Merlier qui sera aligné. Tim Merlier donc qui a eu un début de saison compliqué, marqué par des chutes. Et là, il est allé chercher le Grand Prix de l'Escaut, Skedel Price, cette semaine. Donc c'est toujours de bon augure. On verra s'il est aligné sur Paris-Roubaix. Mais pourquoi pas aller chercher un top 20 pour Tim Merlier. Et donc, je le disais, on espère un top 10 pour la Soudal Quick-Step avec la présence de Jasper Stuyven. Et ensuite, on arrive dans des gars qui sont cotés à 100. Donc je vous propose qu'on parle rapidement des autres coureurs qui sont annoncés dans les différentes compos d'équipes. Il y a une équipe que j'aime bien, c'est la Decathlon CMA CGM. Je pense qu'il y a 3 coureurs voire 4 capables d'aller chercher un top 10 avec un peu de réussite dans cette équipe-là. Il faudra jouer offensif, il faudra prendre l'échappée. Mais clairement, Bisseguer, très impressionnant l'an dernier, Stan De Wulf, Danoule, Oliver Nassen. Donc Bisseguer, on le rappelle, 7e l'an dernier. Il était très fort. Stan De Wulf, il fait une belle campagne de classique, 4e de l'E3. Il était encore dans l'échappée sur le Tour des Flandres. Bon, un peu en perdition à la fin du Tour des Flandres malgré tout. Mais c'est aussi un beau coureur, donc pourquoi pas. Danoule, le bon recrutement de la Lidl Trek, depuis la Lidl Trek, pardon, pour la Décathlon. 20e du Tour des Flandres, hein, alors que le mec fait 2 mètres et 85 kilos, c'est quand même super impressionnant. Donc, allez, je me mouille. Un top 10 pour Danoule sur ce sur Paris-Roubaix. Son meilleur résultat, c'est 17e. Et donc, pourquoi pas cette fois-ci, cette année, pour aller améliorer son résultat. Je pense qu'il aura carte blanche, alors que c'était pas forcément le cas les années précédentes chez la Lidl Trek. Donc un bon coup à jouer pour Danoulle. Et Oliver Nassen. Alors, Oliver Nassen, je pensais qu'il était finito ces dernières années. On se souvient que dans ces grandes années, c'était un Flandrien hors pair, bien entendu. Mais, 13e sur le Tour des Flandres. Oliver Nassen, mine de rien. Donc pourquoi pas aller chercher aussi un beau résultat sur Paris-Roubaix.
C'est une course qui lui convient peut-être encore mieux sur le papier, même s'il a jamais fait mieux que 12e. Donc là, je le dis, pourquoi pas Oliver Lanasson aller chercher son record, donc refaire à peu près top 12 cette année. Allez, mon bet, c'est un décathlon CMA CGM dans le top 10. Ça serait quand même une belle perf pour l'équipe française qui vient du Nord en plus, surtout maintenant avec le sponsor Decathlon. Voilà, ça serait cool. Et à noter qu'il n'y aura pas de Français alignés sur cette édition de Paris-Roubaix côté Decathlon. Pas de Pierre Gautrat notamment, ce qui est un peu dommage, mais tant pis. La Groupama FDJ, j'ai envie d'en parler aussi parce qu'il y aura un coureur qui m'intéressera, ce sera Axel Huens. Clément Rousseau, Bastien Tronçon, c'est aussi des coureurs qui devraient bien marcher, mais Axel Huens, il fait une très belle campagne de classique. Il a 24 ans. Moi, j'attends de lui qu'il aille choper un beau résultat sur ce Paris-Roubaix. Donc, je le surveillerai. On n'a pas parlé de la Lotto Intermarché, mais on ne sait pas trop s'il y aura Arnaud Delis. Arnaud Delis, c'est quand même toujours compliqué. Ses saisons de classique ces derniers temps, il a abandonné très vite sur à travers la Flandre. Il s'est pas présenté autour des Flandres. Et je pense qu'il sera pas au départ de Paris-Roubaix, donc je ne vais pas en parler. Ivan Garcia Cortina, qui pourrait être aligné pour la Movistar. Début de saison compliqué un peu pour Garcia Cortina, et je pense que malheureusement il ne brillera pas sur ce Paris-Roubaix. NSN, qui a une belle équipe, Binyam Girmay. euh, c'est peut-être pas la course qui lui convient le mieux, mais c'est toujours un coureur à noter quand il est au départ de la course. Mathis Louvel, français qui a déjà fait une belle perf, je vais la regarder tout de suite, mais je me souviens qu'il avait fait 15e, c'est ça, en 2022 à l'époque chez Arkea. Je crois que c'est la seule course qui m'a marqué de Mathis Louvel dans sa carrière. Et depuis donc cette année 2022, j'attends qu'il nous claque un beau résultat. Et c'est toujours pas le cas. J'espère, Mathis, que tu nous feras un truc cette année. Lewis Hasky, qui fait quand même 21e du Tour des Flandres. Donc c'est pas trop mal. Encore un coureur qui peut jouer sa carte en échappée. Tom Van Asbroek, il me semble que lui aussi, il avait joué sa carte dans l'échappée une certaine année, où il avait fini 8e en 2021. Voilà, on en parle juste pour l'anecdote parce que c'est un coureur qui aura sa carrière marquée pour Paris-Roubaix, mais bon, évidemment, on n'en attend pas grand-chose. Et puis Guillaume Guirmail, compliqué sur le rond, hein, 41e. Donc, il avait fait 15e l'an dernier pour sa découverte. Ça serait déjà bien de rééditer la même performance cette année. On va parler de UNOX quand même, parce que UNOX, ils ont des beaux coureurs. Warren Skjold, Abrahamsen, c'est quand même des coureurs qui doivent briller sur cette épreuve-là. Warren Skjold, le rond, c'était trop dur pour lui, parce que le mec fait 90 kilos. Donc, bien évidemment, trop compliqué. Par contre, sur les pavés de Paris-Roubaix, ça peut être une bonne pioche. Il avait fait 9e en 2024, donc pourquoi pas pour l'équipe norvégienne, aller chercher un beau résultat au travers de Soren Warenskjold, à moins que ce soit Abrahamsen. Abrahamsen qui avait fait 5e de l'E3, qui avait semé de belles promesses, qui a pas trop confirmé sur le reste de la classique, de la période de classique, un peu dommage. Pourquoi pas aller chercher un beau résultat sur ce Paris-Roubaix. Il y aura Ballerini et Tonissen qui s'aligneront côté XDS Astana. C'est pareil, des coureurs qui n'ont pas performé cette année, mais qui ont un profil pour briller sur Paris-Roubaix. Pourquoi pas aller chercher une échappée? Ça pourrait être cool de donner un peu de visibilité à l'équipe. Tonissen quand même, top 10 en 2019. Et aussi beaucoup de top 20 depuis. Donc on va noter quand même ce que fera Mike Tonissen sur cette édition de Paris-Roubaix. Côté IF, on sera a priori autour de Casper Asgreen, mais Casper Asgreen, est-ce qu'on peut encore vraiment lui faire confiance cette année? 28e du Tour des Flandres. Je pense qu'il va pas trop briller sur Paris-Roubaix malheureusement. Peut-être que c'est plutôt du côté de Luke Lamperty qu'il faut aller jeter un œil. Lamperty qui est en train de se dévoiler cette année, qui était dans l'échappée pour le Tour des Flandres. Paris-Roubaix, c'est une course qui lui convient mieux. Donc pourquoi pas du côté de l'Américain. Cofidis, on en parle rapidement aussi quand même parce qu'il y a des coureurs que j'aime bien, notamment Alexis Renard. Alexis Renard, c'est un coureur, je pense, qui est fait pour Paris-Roubaix. C'est la course qui lui convient mieux de l'année, pourquoi pas aller chercher un beau résultat pour le Français. La Tudor qui sera alignée autour de Marco Haller, j'en parle tout le temps, de Marco Haller à chaque édition pour Paris-Roubaix. Début de saison où il fait rien du tout, bien évidemment, comme d'hab. Mais l'an dernier, il fait 12e de Paris-Roubaix, donc il faut forcément en parler parce que il a les capacités d'aller chercher un top 15. A priori, pas de Matteo Trentin. Je crois qu'il a chuté sur le Tour des Flandres, si je dis pas de bêtises. Il y aura pas Matteo Trentin au départ de cette édition de Paris-Roubaix. Euh, Total Energy,
on en parle parce que Florian Dauphin était le meilleur français l'an dernier, parce qu'il y a quand même un coureur comme Alexis Brunel à qui la course convient bien, et puis Anthony Turgis. Turgis, 27e du Tour des Flandres, qui était dans le mauvais groupe dès la cassure, donc là c'était un peu compliqué, mais pourquoi pas aller chercher un top 15 pour Turgis. Et puis Alexis Brunel, qui reste quand même sur une belle série de 4 abandons d'affilée. Sur le 3, Gand-Wevelgem, à travers la Flandre et le Tour des Flandres. Donc mon petit prono, c'est un abandon pour Alexis Brunel. Bon, évidemment, ça serait pas cool pour lui, mais je me souviens encore de son édition en 2022. Euh, je l'avais vu, c'était le dernier coureur, je crois, arrivé. Il était passé après tout le monde. J'étais dans le carrefour de l'Arbre. À l'époque, il était encore chez UAE, si je dis pas de bêtises, et il était passé tout dernier. Et il est allé finir quand même la course, donc chapeau à lui, Alexis Brunel, pour ça. Mais malheureusement, la mauvais début de saison pour lui, donc je pronostique un nouvel abandon. Et enfin, il faut parler d'une équipe, la Pinarello, U36.5. Il y aura pas Tom Pidcock, il est blessé, c'est pas une course qui lui convient, mais il y aura peut-être Fred Wright. Fred Wright, qui avait fait 9e l'an dernier, 12e l'année d'avant. Donc potentiellement un top 10 pour la Pinarello Q36.5. J'ai déjà parlé trop longtemps, je m'en excuse, mais on a toujours envie de parler d'un peu de tout le monde. Pour résumer, donc, on s'attend vraiment à une course très dure, dans des conditions météo parfaites, pas trop de vent, sec, peut-être un petit peu de pluie les jours d'avant, mais ça devrait pas être grand-chose. Et je pense qu'on aura bien évidemment un duel entre Van der Poel et Pogačar. Pogačar s'est mieux préparé, Pogačar aura l'expérience, donc ça annonce un duel beaucoup plus serré que l'an dernier. Et franchement, je pense que ça va être très sympa à suivre. J'espère qu'il y aura pas trop d'ennuis mécaniques pour ces coureurs-là, comme leurs adversaires. Et pourquoi pas voir un Mats Pedersen, ou un Van Aert ou un Filippo Ganna aller aller jouer dans la même cour que Van der Poel et Pogačar, si jamais les deux n'arrivent pas à départager l'un de l'autre. Et puis côté français, donc bah Christophe Laporte ou rien, hein, de toute façon. Sinon, je pense un top 25 d'Axel Luyens, ça sera déjà pas mal. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Profitez bien de Paris-Roubaix et à bientôt. Salut!